Ça va là? Ouais. Bon, ça fait bien. C'est un peu long, mais bon, c'est Non, un c'est- bâton rompu. Quand on dit nation, on fait référence à Valmy, hein, c'est pas pour rien qu'à un moment donné je m'étais un petit peu accolé. On veut parler du peuple. Hein. C'est le nationalisme, c'est le nationalisme populaire. Je crois, je ne sais pas qui avait dit la nation est la seule chose, la dernière chose qui reste aux pauvres. Je crois que c'est Jaurès. Enfin, voilà, le nationalisme en France est une histoire de gauche en réalité. Hein. On sait très bien, ça vient de la Révolution française, ça vient de Valmy. C'est le sujet du roi contre le citoyen de la nation. On voit très bien que ce qui est de droite, si on veut faire un échiquier gauche-droite, c'est le sujet du roi, c'est de droite, et c'est la conception anglaise, c'est la conception monarchique, etc. Et puis et le nationalisme, c'est nous qui l'avons inventé, ce que j'appelle le panfrancisme, l'universalisme français. Il est originaire de la gauche et il veut dire peuple. Hein. Nation, un nationaliste, c'est quelqu'un qui veut défendre son peuple. Hein. C'est-à-dire, en général, les gens qui travaillent d'ailleurs. Peuple, ça veut dire, pour moi, c'est les forces productives. Ce qui veut dire prolétariat, artisans. Et petits patrons. Et tout ça, on le comprend très bien quand on lit réellement, quand on lit l'histoire de France et qu'on lit les Proudhon, les Jaurès, les Blanqui. On a tout ça. En fait, il y a deux choses qui ont dévalorisé le nationalisme. C'est la guerre de 14. Ça a été l'esprit cocardier a amené au bain de sang de 14. À la revanche, on avait perdu l'Alsace-Lorraine quand même, il y avait un truc quand même. Et puis après, le baratin trotskiste, qui sous prétexte d'internationaliste, c'est-à-dire de solidarité internationale des travailleurs, on convertit ça en idéologie de la haine des nations. En réalité, même l'internationalisme prolétarien, c'est la solidarité des nations travailleuses contre le capital lui-même international. Hein. Donc c'est pas la haine des nations, la destruction des nations, qui finalement s'est réduit à la fin à l'idéologie du métissage. On voit bien que quand on enlève tout le sérieux marxiste et de l'internationalisme, on arrive au métissage bobo-trotskiste, hein, c'est-à-dire l'apologie du métissage. Alors que dans l'internationalisme prolétarien bien compris, c'est la solidarité des prolétaires de toutes les nations, parce que lui-même, on a compris que le capital lui-même était apatride. Hein. Donc c'est pour d'ailleurs, on le comprend bien aujourd'hui. Si aujourd'hui il y avait une charte syndicale européenne, ça serait comprendre que pour éviter le dumping social, chaque syndicat national signe un accord avec le syndicat du pays à côté pour pas accepter des transferts de travailleurs à moindre coût et de servir de jaune par rapport à la nation d'à côté, par exemple. Tu vois que les Roumains servent de jaune, les travailleurs roumains servant de jaune aux travailleurs français, etc. Donc on verrait bien que ça serait quand même des accords de nation à nation. Et donc il y a ces deux frontières. Donc nous, on est des nationalistes au sens de gauche, et au sens populaire, social, travail. Et effectivement, on a deux pièges à éviter. Le piège du nationalisme cocardier, impérialiste, qui n'est pas du tout d'ailleurs dans la tradition française, puisque la seule fois nous où on a été des conquérants, c'était pour propager la Révolution française, aux monarchies d'Europe qui nous entouraient à l'époque napoléonienne. Mais on n'a pas la conception nationaliste allemande, qui est très associée à la race, et qui dit de temps du Beralès, c'est-à-dire la nation allemande au-dessus de tout. Nous, c'était les valeurs de la Révolution française exportées pour l'émancipation de tous les peuples, de toutes les nations du monde. Donc il n'y a vraiment aucun complexe à être un nationaliste français. Et voilà, donc nationaliste français qui dit, à part la parenthèse cocardière qui a mené à la révolution de 14-18, où on peut critiquer un certain nationalisme qui a amené à la guerre, mais je dis là, on avait quand même eu la défaite de 70 et la perte de l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle, toujours discuté. Donc qui se justifie un peu. Après, on a comme antinationalistes virulents qui systématiquement assimilent le nationalisme français au fascisme en faisant semblant de croire que le nationalisme français c'est le nationalisme allemand. Et ben c'est toujours pareil, c'est les trotskistes. Donc quand on dit nation, nous on veut dire peuple. Voilà, il n'y a pas de problème. Et on sait d'ailleurs très bien qu'il n'y a de vrais nationalistes que les gens du peuple, parce qu'on sait très bien que l'oligarchie mondialiste, quand George Bush parle de l'Amérique, il ne parle pas des intérêts des Américains, il parle de l'intérêt de l'oligarchie mondialiste qui loge actuellement comme un ver dans une pomme aux États-Unis. La guerre
L'Irak n'a pas été faite pour le peuple américain, elle a été faite pour les intérêts de l'oligarchie mondialiste actuellement logée en Amérique, parce que c'est là qu'est le levier du pouvoir. Donc en fait, il n'y a de vrai nationalisme que le nationalisme de gauche et le nationalisme populaire et du peuple, et on doit toujours se méfier terriblement du soi-disant nationaliste oligarchique et du nationalisme d'en haut. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, les bourgeoisies ne sont jamais nationalistes, elles sont toujours compradors et cosmopolites. On l'a bien vu avec les petites manifs qu'il y a eu en Iran. On a réussi à faire descendre dans la rue les étudiants de la bourgeoisie et la bourgeoisie de Téhéran, parce que la bourgeoisie, tu le sais toi puisque tu viens d'un pays d'Amérique latine, la bourgeoisie est toujours collabo de la puissance occupante et n'est jamais nationaliste. Puisque l'intérêt de l'élite brésilienne ou de l'élite péruvienne, c'est toujours d'aller de coucher avec les Américains. C'est toujours comme ça, le nationalisme vient toujours du peuple. Et sinon, c'est de la manipulation et du mensonge. Donc, de toute façon, je ne crois qu'au nationalisme populaire. Le reste, c'est le bourgeois et le capital est toujours un traître à la nation, surtout dans un capitalisme mondialisé où l'intérêt, le profit est forcément au-delà de la nation et contre la nation. C'est-à-dire qu'un patron de PME aujourd'hui qui a le sens de la solidarité nationale ne peut pas devenir un spéculateur financier. On voit très bien qu'il y a immédiatement un rapport entre patriotisme et échelle économique moyenne. Et que par contre, un grand patron est forcément un antinational. On le voit même avec Michelin. Si Michelin veut rester le premier fabricant de pneus et maintenir ses actions et rester une boîte qui est une multinationale, il doit délocaliser, il doit persécuter, trahir, abandonner le travailleur français, il doit même cesser, il doit faire en sorte que Michelin même cesse d'être une boîte nationale, parce qu'en réalité, quand on nous parle des multinationales françaises, elles n'ont de multinationales françaises que le nom, puisqu'en fait elles sont ouvertes au capital, à tous les capitaux, et en général dedans, il n'y a pas de noyau dur français. Donc qui dit finance, qui dit capitalisme, qui dit bourgeoisie, je parle de bourgeoisie dominante, dit toujours antinationale. Et d'ailleurs c'est là où se rejoignent, une fois de plus, la droite d'argent et la gauche bobo, c'est-à-dire les trotskistes et les mondialistes, les internationalistes trotskistes et les mondialistes financiers, parce que tous deux ont intérêt à liquider la nation, et en réalité, c'est-à-dire que le capital a intérêt à liquider la nation, qui est un frein à sa prédation, ce qu'Attali nous fait très bien comprendre, et le trotskiste est payé par le grand capital pour aider à détruire la nation, mais évidemment avec un baratin social et un baratin de gauche, il ne peut jamais avouer qu'il fait le tapin pour la finance mondialiste, mais soit il le fait d'ailleurs de bonne foi et il est un idiot utile, soit il est un agent. Et je pense moi chez les trotskistes qu'en bas ils ne comprennent pas la manipulation et qu'en haut ils la comprennent très bien. Et je vous dis, quand je lis Solzhenitsyn et l'histoire de la révolution bolchevique, je vois que c'est les mêmes enjeux là-bas et le même genre de rapport. Et ça, il faut bien le comprendre. Je veux dire, il n'y a de national que le populaire, et dans l'antinational qui mène le jeu, c'est le capital qui est par définition apatride et mondialiste, et celui qui fait le tapin pour lui et qui détruit la nation avec des alibis auxquels peuvent être sensibles le peuple, les jeunes et les gens émouvants, parce qu'on ne peut pas détruire la nation au nom du saint profit, et bien effectivement, ceux qui font le boulot, c'est les gauchistes. Alors dans ces gauchistes qui font le boulot, il y a ceux qui ne comprennent pas le sale boulot qu'ils font, c'est triste mais c'est toujours comme ça, et ceux qui le comprennent très bien. Et nos ennemis sont ces élites trotskistes qui savent très bien le sale boulot qu'ils font pour le capital, et qu'en détruisant la nation, ils s'en prennent en réalité au peuple, pour que le peuple soit à poil et les mains attachées dans le dos face au capital mondialiste qui a un projet, qui a pour eux le projet qui expose très bien Attali, c'est-à-dire le nomadisme, c'est-à-dire que toutes les petites gens du monde soient corvéables à merci et dans le temps, comme c'était déjà le cas, et dans l'espace. C'est-à-dire, vous travaillez comme on vous dit, quand on vous dit, c'est-à-dire travail partiel, travail jusqu'à la mort, et où on vous dit. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes français que vous allez travailler en France. Si on a besoin de vous en Roumanie, vous allez en Roumanie, etc. Et ça, c'est l'idéologie Attali, c'est l'idéologie cosmopolite, c'est l'idéologie nomade, qui est la même chose, et qui a besoin, pour exister pleinement et faire triompher pleinement le capital et sa logique, de détruire les nations qui sont la protection, la seule, dernière et meilleure protection pour les peuples. Le Front National, grosse question. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas ? Est-ce que je suis Front National, pas Front National ? Est-ce que je l'étais ? Est-ce que je le suis plus ? J'ai entendu tout et n'importe quoi, que j'y suis allé pour le détruire, que j'y suis allé parce que je suis un facho. Alors en fait, il faut être clair.
dans la logique de la résistance du peuple français qui avait dit non au référendum sur Maastricht et qui avait amené Le Pen au deuxième tour comme opposant, on va dire, au système, moi j'étais persuadé que pour les présidentielles, le seul candidat d'opposition au système derrière lequel il fallait marcher si on voulait essayer d'être efficace, c'était Le Pen. Et ça, je le pense toujours, et j'y suis allé sans aucun complexe dans cette logique-là. Une fois que je me suis rapproché du front, je me suis très bien entendu avec Le Pen comme homme, c'est important. J'ai rencontré un type cultivé, charmant, beaucoup plus fin que l'image qu'on peut en avoir à cause de la manipulation médiatique, assez élégant, assez gracieux, assez artiste, avec qui je me suis très bien entendu, et qui m'a dit: Alain, j'aime bien ce que tu fais, voilà. Et donc ça a donné le discours de Valmy, qui était quand même dans mon esprit, j'essayais d'amener le front justement à être, comme le dit de Benoît, le parti qui défend les gens d'en bas, donc ni de gauche ni de droite, surtout pas libéral. Et Valmy, Le Pen a dit ce discours magnifique. Pour moi, c'était... je me suis dit, je peux faire quelque chose pour essayer de... ce Front National qui est composite, d'essayer de le tirer vers le nationalisme républicain, le nationalisme de gauche, le nationalisme social, sachant qu'il y a tout ça là-dedans, et d'autres choses. C'était essayer de peser pour qu'il aille plutôt de ce côté-là. Voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens qui s'opposaient le plus à moi à l'intérieur du front, alors que j'essayais à travers déjà Égalité et Réconciliation, d'amener des jeunes au nationalisme et au patriotisme, notamment des jeunes issus de l'immigration, etc., dans cette même tradition, un empire trois couleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très hostiles à moi à l'intérieur de façon très discrète, et que ce n'était pas, on va dire, l'extrême droite du front tel qu'on l'identifie à l'extérieur, Jean Gollnisch, mais que c'était en fait, mon plus grand opposant était Louis Alliot, farouchement hostile aux Maghrébins, aux Français d'origine maghrébine, et se voyait bien, lui, dans un rapprochement un peu à la hollandaise, à la belge, ou même un peu à l'italienne, un rapprochement avec les sionistes, quoi. Parce qu'on a bien remarqué que quand l'extrême droite devient anti-musulmane et pro-sioniste, d'un seul coup, elle est moins maltraitée par les médias. Et je comprends que des gens qui ont été très maltraités pendant des années se disent: bon, j'aime pas les immigrés d'origine maghrébine parce que je suis un pied noir, j'ai été chassé d'Algérie, donc il y a des raisons objectives. Donc si on me laisse le droit de dire du mal des Maghrébins parce que depuis la deuxième intifada on a intérêt à diaboliser l'islam, si ça sert les intérêts sionistes, ça sert aussi les miens. Voilà, donc il y avait cette espèce d'ambiance, et en fait, dans l'entourage de Marine, je me suis rendu compte effectivement que des gens pensaient sans doute que l'avenir du front, c'était une normalisation qui passait par une sionisation. Et effectivement, maintenant, il y a des spéculations que les marinistes attendent effectivement le départ de Le Pen pour effectivement normaliser le front, c'est-à-dire être réintégré dans l'arc républicain, ce qui consiste en fait à abandonner certaines positions du front d'insoumission sur des sujets qui me semblent moins importants. Je l'ai dit dans une conférence, parce que je pense que résister contre le nouvel ordre mondial, c'est critiquer le mondialisme financier, comme le fait très bien Marine, mais aussi critiquer l'idéologie droit de l'homiste, qui est la Libye de gauche de cette stratégie de droite, et qui est la destruction des nations au nom de la critique du nationalisme guerrier, et dont la religion est la Shoah, qui dit en gros que le nationalisme mène à Auschwitz. Et donc, quand on adhère à quand on n'a que cette demi-idéologie qui est de critiquer le mondialisme financier, mais finalement d'adhérer en douce au conflit de civilisation, c'est-à-dire de rendre responsables les musulmans de ce que nous a fait Madoff, je trouve qu'il y a une légère incohérence. Je sais que cette incohérence est identifiée, mais qu'elle est laissée dans l'ombre pour des raisons électoralistes, parce qu'on se dit en fait, effectivement, ce qui rapporte le plus quand on incarne la droite nationale, c'est quand même taper sur l'immigré. Et ça, moi, ça me plaît pas beaucoup, parce que si je suis absolument contre tout ce qui est sans-papiers et immigration clandestine, je suis absolument pas pour stigmatiser le français d'origine immigrée. Donc je me méfie de cette ligne-là. Et moi, je disais simplement, si le Front veut être un mouvement d'opposition au système, il ne peut pas compter que sur la bienveillance des médias, ce que fait Marine, et il doit être un mouvement de militants
est très formé idéologiquement. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les marinistes ont fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont appauvri le front, ils ont empêché les militants de rentrer et ils ne font pas de doctrine. Voilà. Et le front n'existe aujourd'hui que par Marine, et Marine n'existe que par les médias, ce qui veut dire que les médias décident de l'existence ou pas du front et de Marine. Ce qui veut dire donc que ça ne peut pas être un mouvement d'opposition. Parce qu'on voit très bien, même si on veut refaire référence à Chavez, quand on veut s'opposer à l'oligarchie mondialiste qui contrôle les médias, on ne peut pas compter sur eux pour exister, et il faut s'appuyer comme sur le peuple même, sur le peuple en armes, et il faut faire de la formation, etc. Et j'ai remarqué que le Front, depuis quelque temps, fait exactement le contraire. Aucune formation, chasser les cadres, adhésion à l'idéologie du politiquement correct, puisque je vous fais remarquer que les marinistes n'ont pas soutenu Gollnisch quand il a fait sa sortie sur le débat devrait être libre, et que finalement la Cour de cassation a donné raison à Gollnisch, alors que Gollnisch avait été lâché en interne par les marinistes. Voilà. Donc moi je me suis retiré du front, non pas pour nuire au front, mais parce que compte tenu de ce que j'ai vécu à l'intérieur, je pense qu'aujourd'hui le front mariniste n'incarne pas une opposition réellement sérieuse et cohérente au système. Il y a un bon discours critique sur le mondialisme financier, dont d'ailleurs j'ai inspiré en partie. Je suis très content que Marine le porte, mais j'aimerais que Marine assume aussi le volet de politique étrangère et les solidarités qui vont avec cette lutte contre le mondialisme financier, qui veut dire soutien à la Russie, soutien au chavisme, et je veux bien à la limite qu'on soit discret sur Ahmadinejad, parce qu'électoralement c'est peut-être un peu difficile compte tenu du niveau de diabolisation sur le bonhomme, mais même en privé j'ai vu qu'il n'y avait pas cette cohérence. J'ai vu par exemple que Marine n'a jamais fait aucune déclaration sur la question géorgienne, et je vois bien que comme c'est une fille très intelligente et qui apprend vite, c'est une stratégie chez elle de ne pas heurter l'oligarchie qu'elle a identifiée. Et donc elle a compris que si elle ne heurtait pas cette oligarchie, elle aurait le droit de jouer un rôle médiatique de critique du système, mais finalement elle fait Besancenot exactement dans l'autre sens, elle a critiqué le système, mais à moitié, et le critiquer le système à moitié, c'est de le faire de façon tellement incohérente que ça revient à ne pas être efficace du tout. C'est Besancenot qui dit qu'il faut défendre les travailleurs français, qui défend les postiers, tout en étant pour la régularisation massive et intégrale des sans-papiers. Je veux dire, quand on a un peu de culture politique et économique, on sait que c'est totalement antinomique. Et que c'est parce que c'est totalement contradictoire que Besancenot est sans danger et que donc il peut aller chez Drucker tout en prétendant être révolutionnaire, anticapitaliste. Et j'ai dit que malheureusement, Marine est un peu dans cette logique-là de l'autre côté de l'échiquier, d'incarner une espèce de critique nationaliste et anti-mondialiste financière qui est assez belle sur le plan du discours, mais qui en réalité n'existe que par les médias et se retrouve très faible sur le plan d'un mouvement d'opposition qui est basé sur des militants, des cadres, etc. Et moi qui viens du Parti communiste, je sais ce que peut être un grand parti de masse qui réellement peut peser contre le pouvoir. Il faut que ce soit un parti avec beaucoup d'adhérents et très formé. Hein. Et dès lors qu'on n'existe que par les médias et qu'on n'a pratiquement pas de base et qu'on forme personne, et qu'on coopte des gens de l'extérieur pour leur capacité justement à louvoyer avec le système, c'est qu'on n'a pas décidé de s'opposer au système. Pour moi, il y a eu deux opposants au système et deux types qu'il était agréable d'écouter et qui bousculent un peu le système. Il y a eu Marchais jusqu'au milieu des années 80, et après c'est Le Pen qui a pris le relais. Et on regrettera, il est évident quand Le Pen sera parti, Le Pen comme on regrette aujourd'hui Marchais, parce que c'était quand même mieux que les chroniqueurs et les politiques et les hommes politiques du système. C'était quand même des niveaux au-dessus et puis beaucoup plus jouissif. Je ne critiquerai jamais Jean-Marie Le Pen. J'envoie un message de sympathie à Bruno Gollnisch. Je reconnais le talent indéniable de Marine et la qualité de son discours sur le plan de la critique économique et sociale, mais il y a des incohérences et un entourage et un refus d'aller sur certains sujets de politique étrangère et d'insoumission à l'idéologie des droits de l'homme qui me font avoir des doutes sur la réalité, sur la profondeur de son désir d'opposition au système. Voilà. Je crois, moi, que si l'afflux massif de fausses monnaies a endigué la crise financière momentanément, la crise économique, elle, n'est qu'à son début, parce qu'il ne faut pas du tout confondre les deux. Hein. L'économie financière, c'est de la bulle, et l'économie réelle, c'est du solide. Et je crois que nous allons rentrer bientôt dans une phase aggravée de la crise économique, qui veut dire chômage de masse,
stagflation, c'est-à-dire inflation et rétrécissement du volume global des échanges, troubles sociaux graves, notamment en France, qui est un pays à qui Sarkozy va avoir beaucoup de mal à imposer la révolution thatchérienne. Et donc, on va rentrer dans une période politiquement très intéressante, c'est-à-dire une période réellement politique, c'est-à-dire d'affrontements durs, de masques qui tombent, mais par contre qui va être très dur au peuple, ça c'est évident. Je crois que la crise est devant nous, et qu'elle va être violente, et que peut-être d'ailleurs les solutions de gestion de crise sont l'histoire de la grippe, c'est une manière d'empêcher les gens de se réunir, de justifier un ralentissement de l'économie, que l'oligarchie mondialiste dont Sarkozy le relais pense à des stratégies de gestion politique et humaine de cette crise économique qu'ils savent absolument ingérables et, comment dirais-je, insolubles, parce que maintenant, on sait maintenant que pour régler la crise économique, il faut sortir du capitalisme. C'est ça qui est intéressant. Exactement comme à un moment donné, on est au bout du socialisme soviétique, et qu'on sait c'est l'époque Gorbatchev, là on sait qu'on est au bout en fait du capitalisme. Donc soit le capitalisme devient un système autoritaire, exactement comme à un moment donné la révolution socialiste, ayant trahi beaucoup de ses promesses, devient une dictature d'apparatchik. Là, effectivement, si le capitalisme étant au bout de ses promesses, c'est-à-dire qu'il amène que du mal, de la pauvreté, de l'inégalité maintenant, c'est sûr, même si à une époque ça a pu amener quelque chose, il aura le choix soit à renoncer à lui-même, soit à passer à la dictature. Je pense que dans une période où le capitalisme va arriver à la fin de son cycle et s'écrouler comme Gorbatchev a signé la fin du socialisme réel, ou alors on va rentrer dans une période de dictature capitaliste mondiale, et ça c'est ce que nous promet Attali, c'est ce que nous promet l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire qu'ils vont les peuples auront bien compris que le libéralisme ne leur apporte que de la souffrance et de l'inégalité, mais ça sera un capitalisme policier. On cessera de passer par l'idéologie du désir, on sera non plus dans l'idéologie des leurs, mais dans le bottage de cul. Donc grâce crise sociale, économique et sociale qui arrive, qui n'est pas encore vraiment là et qui arrive, et soit écroulement du système, ça dépend des forces de progrès, du peuple, là il n'y a pas de... Est-ce que les gens vont se révolter? Est-ce qu'à un moment donné, c'est comme quand d'un seul coup, les militaires qui sont là pour réprimer la grève, on leur demande de tirer sur les grévistes et ils passent du côté des grévistes. Là c'est le moment merveilleux, le moment où le vrai militant comme moi fond en larmes, c'est le moment où la troupe rejoint l'ouvrier. Et ça peut arriver en France. On peut imaginer à un moment donné, les gendarmes, on le voit sur la grippe d'ailleurs, des gens qui disent non, nous n'irons pas plus loin dans la collaboration à ce système qui est un système de haine et de mépris du peuple, nous disons non. Et soit ces corps constitués diront non et sauveront le peuple, et il y aura une révolution, qui est une révolution d'ailleurs à la mai 68, mais sérieuse, de gens qui se mettent à discuter et qui disent stop, on arrête tout, on n'obéit pas plus loin, soit il y aura une dictature. Et de toute façon, ça ne peut pas continuer. Le coup qu'ils ont fait à Tadei l'autre jour à la télé, ça ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, on fera voter une loi pour interdire aux gens de critiquer la version officielle du 11 septembre en France. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, parce que sur certains sujets, la police intervient, parce que c'est des sujets compliqués, et on a l'impression que les méchants... c'est difficile d'identifier les méchants et les gentils, mais quand ça touchera à la vie quotidienne et aux acquis sociaux du petit peuple de France, je ne suis pas sûr que la police, les gendarmes, la justice acceptent de tapiner un pas de plus pour l'oligarchie mondialiste et le sarkozysme qui est son relais en France. Et ça, c'est mon espoir. C'est qu'à un moment donné, c'est même pas... nous, on aura essayé de dire et de critiquer, mais que peut-être la France sera sauvée par les gendarmes, par les flics, par les fonctionnaires, par les fonctionnaires de la LPE, tous ces gens-là qui diront... non, on refuse d'obéir, on refuse d'appliquer les directives. Ça peut se passer comme ça, et ça serait même bien pour la France. Une révolution, un peu comme il y a eu au Portugal, la révolution des œillets, où à un moment donné, où l'oligarchie comprend qu'elle doit vite se barrer avant qu'on lui fasse la peau et qu'on ne veut plus lui obéir. Voilà. Et on va peut-être le voir même assez vite pour l'histoire de la grippe. Si à un moment donné, ils mettent réellement en place l'espèce de plan qu'ils ont prévu, de vaccination de force, même avec le recours de l'armée, on verra si, à un moment donné, ceux qui sont chargés de vacciner les autres de force accepteront de le faire ou pas, ou diront non. Le refus d'obéissance. J'ai une certaine confiance presque mystique en le génie du peuple de France, et je me dis à un moment donné,
que les corps constitués, à un moment donné, s'opposeront, refuseront d'obéir. Voilà. Et qu'à un moment donné, l'oligarchie mondialiste et les relais français se retrouveront à poil et lâchés par leurs exécutants. Et là, ce jour-là, il faudra qu'ils se sauvent très très vite. Pour ne pas se retrouver comme Mussolini pendu à un croc de boucher. Parce qu'il le mérite largement. Ça n'arrivera pas dans 15 ans. Hein. Voilà. Donc voilà mes espoirs et mes prédictions pour l'année prochaine. Crise économique grave, État de plus en plus dirigiste et policier pour imposer à la France une mondialisation dont le peuple a compris qu'elle n'était que violence pour lui, comme l'Europe, quoi. Je veux dire, les référendums et tout ça, on voit bien que ça monte de plus en plus. On vous fait revoter, tant pis, on vous le colle en douce. Les gens ont compris que l'Europe c'était mauvais pour eux, mais qu'il y a une oligarchie qui leur imposait de force et qui les faisait souffrir. Alors après, c'est comment la révolte s'organise, comment ça prend du temps, etc. Mais nous arrivons donc là dans la phase du capitalisme policier et antipopulaire évident, et l'espoir c'est la révolte des corps constitués qui identifient de plus en plus qu'on leur demande de martyriser le peuple au service duquel ils sont censés être. Peut-être ça c'est dans les 2 ans. Voilà. Salut à tous.